Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire d'aujourd'hui, donc sur les actus Covid-19 au Canada. Ce webinaire fait partie d'une longue série sur différents pays que BCI donc, peut organiser pour vous, pour répondre à vos interrogations et à vos préoccupations dans chacun des pays qui sont ciblés à l'occasion de ces sessions questions-réponses. L'objectif de ces sessions, alors je n'avais pas appelé ça webinaire volontairement parce que des webinaires, on vous en propose plein. Beaucoup d'organismes et puis de sociétés proposent des webinaires sur beaucoup de sujets. Il me paraissait important d'inventer un nouveau format pour être hyper pragmatique et vraiment répondre de manière concrète à vos préoccupations dans vos activités respectives, dans vos activités de tous les jours. Donc, c'est pourquoi j'ai proposé cette idée de récolter toutes vos questions, quels que soient vos secteurs d'activité. Je vous avais demandé, comme vous le savez, donc de me lister toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre commercial, réglementaire, juridique, RH et plein d'autres sujets encore, de manière à ce qu'en face, on vous propose des réponses de terrain grâce à nos prestataires agréés basés localement, comme Jérôme et Ségolène là cet après-midi. Et puis des experts locaux également qui ont pu solliciter nos prestataires agréés dans chacun des pays pour vous apporter des réponses précises. Alors, globalement, vous avez posé quasiment tous les mêmes questions. Les questions classiques, entre guillemets, que vous nous posez tous concernent les déplacements possibles dans le pays. Quand est-ce que vous allez pouvoir vous déplacer, renvoyer des commerciaux au Canada, là, en l'occurrence. Quelles sont les aides et les mesures prises par le gouvernement canadien pour aider les entreprises, pour aider les consommateurs. Vous avez beaucoup de questions aussi en ce qui concerne la logistique et le transport des marchandises. Vous avez des questions qui portent sur le domaine RH quand vous avez une implantation ou une filiale au Canada. Donc, on va s'efforcer de vous apporter des réponses qui, j'espère, vous apporteront satisfaction pour chacune de vos différentes questions. Je rappelle très brièvement donc, le fonctionnement de ce webinaire. Donc là, vous pouvez nous voir et nous entendre. J'ai coupé les micros de tout le monde et les vidéos de tout le monde, enfin à vous participants, parce que par expérience, si tous les micros sont ouverts, ça pose des problèmes voilà, ça devient vite inaudible. Donc si vous voulez interagir, surtout, n'hésitez pas. Là, le webinaire, comme les réunions d'information que l'on a l'habitude de mener tout au long de l'année d'habitude, ça se veut interactif. Donc, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions en direct. Vous avez pour ça un petit module conversé ou le petit module questions-réponses. Vous pouvez aussi intervenir de vive voix, auquel cas vous demandez, vous levez la main, comme à l'école, et puis j'active vos micros et vous nous posez votre question ou vous intervenez oralement. Outre le fait de pouvoir poser vos questions en ligne, je vous encourage aussi à partager votre expérience. Vous avez tous pour la plupart déjà des courants d'affaires avec le Canada. C'est très intéressant aussi et c'est une vraie valeur ajoutée durant ces webinaires que vous partagiez entre vous vos expériences, qu'elles soient négatives ou positives. Toute expérience est bonne à prendre et sert de leçon et puis est de bons conseils finalement pour les autres participants. Donc, surtout, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'exposé ou si en cours de route, vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas à nous les poser et puis on y répondra. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation de BCI. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà. On est une asso financée par le Conseil régional de Bretagne et la Chambre de commerce internationale Bretagne. Donc, on est une équipe basée en Bretagne pour répondre à vos besoins. On est appuyé par un réseau très précieux, ce qui fait notre force, un réseau très précieux de plus de 200 prestataires agréés basés dans plus de 100 pays. Donc, cet après-midi, nous avons la chance d'avoir avec nous Jérôme et Ségolène, que je vous présenterai dans la slide suivante. Nos services, vous les connaissez. Pour faire court, on est là pour vous aider dans votre développement international
quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit le pays ciblé, sur toutes les différentes facettes, donc aide à la structuration, développement commercial, implantation sur place. On est là aussi pour vous aider donc dans des phases d'achat et de sourcing. Nos différents services, vous les connaissez, des réunions d'information en webinaire ou en présentiel, des missions sectorielles de terrain, des actions collectives sur des salons professionnels à l'étranger. Vous retrouverez tous ces différents services dans ces deux petits slides. Donc, pour nous assister et puis co-animer avec moi ce webinaire, donc je vous présente Jérôme Ledal, qui est fondateur et directeur de Infinite Growth, l'un de nos prestataires agréés au Canada. Merci Jérôme pour ta présence, et merci à toi aussi Ségolène de Thomas, qui est donc SVP des opérations également à Infinite Growth. Merci à vous pour votre invitation, et puis très heureux en tout cas d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc on va rentrer dans le vif du sujet si vous voulez bien. Ici j'ai listé très brièvement les différents points donc, que l'on va aborder pendant ce webinaire. Tout d'abord un point sur la situation économique au Canada, un état des lieux de la situation en cette période de crise Covid. On balayera ensuite les différentes mesures qui ont été mises en place par le gouvernement canadien avec l'impact que ça a au niveau réglementaire, juridique, RH, financier, logistique, transport, déplacement des personnes. Donc, tout ceci pour répondre dans la globalité à vos différentes questions. On fera un petit point sectoriel sur quelques secteurs que vous nous avez demandé de mettre en lumière. Et puis, on répondra donc plus généralement aux différentes questions que vous nous aurez posées. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Donc, je te laisse la parole, Jérôme, pour attaquer sur la situation économique. Merci Karen. Effectivement, donc je vais en fait commencer à rappeler deux, trois éléments qui sont quand même assez importants, puisque d'abord le Canada est un pays, moi ça fait 7 ans que je suis au Canada, je suis basé à Toronto, hein, donc on est en Ontario, et il est sûr que souvent, en fait, il faut juste rappeler quand même que le Canada c'est une fédération et non pas un pays comme on peut le voir en France. C'est vraiment important parce que comme fédération, il y a différentes provinces, donc ce ne sont pas des États comme aux États-Unis, mais des provinces ici. Et je dirais que là, je veux juste rappeler finalement quelle est la situation économique liée à ces différentes provinces. Je dis ça parce qu'en fait, il faut bien voir que le Canada, c'est un peu comme la Belgique. Alors, Ségolène, qui est belge, va pas me confirmer ou m'affirmer, mais c'est vraiment, il y a une différence entre wallon et flamand. Ici, c'est le même type d'approche. Il y a vraiment des différences très fortes culturelles, philosophiques, économiques entre les différentes provinces. Donc ça, c'est très important de le noter. Je dirais même c'est peut-être le plus important de ce qu'il faut noter aujourd'hui. L'autre point, c'est que la province la plus importante en termes d'économie et de population, c'est l'Ontario. Donc l'Ontario avec Toronto qui, alors j'ai mis les chiffres ici, hein, donc déjà du PNB de chacune des provinces. Donc on prend l'Ontario, c'est 850 milliards de dollars au niveau du PNB, suivi ensuite par le Québec qui est à 439 milliards, donc autant dire que c'est presque la moitié en termes de produit intérieur brut. Et puis ensuite suivent l'Alberta qui est très forte parce qu'il y a beaucoup de pétrole en Alberta, et la Colombie-Britannique. Donc ça, ce sont les 4 provinces qui sont vraiment les provinces importantes, je dirais, au Canada. Et si on fait même un petit raccourci, on s'aperçoit que l'activité économique, le Canada, c'est le deuxième pays, c'est le deuxième plus grand pays au monde. D'accord ? Donc c'est en termes de géographie. Et l'activité économique du Canada, quelque part, se résume quand même beaucoup entre une petite zone qui est entre Montréal et puis Toronto. Là, voilà, là il y a un poids économique très important, sachant que Toronto, ça reste quand même la 4e plus grande ville nord-américaine. Donc je dis après Los Angeles, après New York, après Mexico, eh bien, la 4e, c'est Toronto. Donc ça reste une très grande ville nord-américaine et donc un poids économique aussi, je dirais, assez important. On peut passer au slide d'après, s'il te plaît, Karen. Oui, j'ai oublié de donner une petite précision. Pas de panique sur la prise de notes. Comme d'habitude, je vous enverrai cette présentation à la fin du webinaire cet après-midi ou demain, complétée des différentes prises de notes que j'aurais pu prendre durant le webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez la présentation par la suite.
Alors là l'idée, c'est pas de vous assommer avec des chiffres, hein. C'est vrai que le ça est un peu massif, mais bon, comme tout le monde, comme tous les autres pays, le Canada a été impacté par la crise du Covid. Donc ça, c'est une évidence. Donc les chiffres sont faramineux, comme partout, comme en France, comme dans tous les pays, j'ai envie de dire. Donc le PNB a baissé de 7,2% en mars, 2% sur le premier trimestre. Et donc, voilà, donc les chiffres s'amoncellent. Je dirais que ce qui est important, et ça, bon, vous aurez des slides, donc vous pourrez revenir sur les différentes données économiques liées à ça. Il est certain que les secteurs qui ont été fortement touchés sont les mêmes qu'on peut trouver, que ceux qu'on trouve en Europe, hein, donc Ouais. l'hôtellerie, tout ce qui est alimentaire, enfin notamment, je dirais alimentaire, tout ce qui est restauration. Oui, au récap, le retail a été moins touché, je présume, comme partout. Ouais, ça a été. Mais bon, même si le lockdown, en fait, ou le confinement au Canada n'a pas été aussi important, aussi fort que celui qui a été le cas, enfin, que ce que ça a été en France. Donc, je dirais que ça a été relativement plus light. Enfin, il y avait des gens quand même dans les rues, il y avait le Toronto est une ville, par exemple, très étalée. Donc, je dirais en fonction des zones, ça a été quand même plus ou moins violent que ce qu'on a pu voir en France. Mais c'est sûr que ça a un impact économique, plus, je dirais, l'impact de la chute des cours du pétrole en début de crise, qui a bien sûr, le Canada, le pétrole, c'est très important, hein. C'est un pays qui est le pétrole a un poids économique très important dans l'économie canadienne. Donc ça a été impacté. Bon, même si après, les cours se sont rétablis. Donc je dirais que, en fait, les gens ici ne sont pas spécialement pessimistes, ils sont plutôt optimistes, à la fois parce qu'ils ont quand même à leur porte une superpuissance, et les Américains restent un poids économique et très très important dans le monde, et avec en plus une stratégie de sortie de crise qui a été beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu voir en Europe, même s'il y a plein de problèmes aux États-Unis. Donc je veux pas, enfin, l'idée c'est pas de parler de ça, mais du coup ça fait que les Canadiens de manière générale savent que leur premier partenaire économique reste les États-Unis, et qu'ils ont des opportunités d'affaires grâce à ça qui restent quand même très 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 importantes. Donc la mentalité ici est globalement, de manière générale, plutôt optimiste. Bien sûr, il y a de l'inquiétude. Bien sûr, on sait que les mois qui viennent vont être assez compliqués, assez difficiles. Mais le gouvernement canadien a mis en place des mesures très rapidement, en fait, de soutien de l'économie, des très bonnes mesures, et très vite, hein. L'argent a très vite passé, je dirais, de la Banque centrale canadienne aux poches des consommateurs et des entreprises. Donc la crise a quand même été plutôt bien gérée, j'ai envie de dire, de manière très mature. Et donc ça laisse un sentiment quand même plutôt maintenant de réouverture et d'optimisme. Voilà. On peut passer au slide suivant si tu le veux bien. Donc là, voilà un peu quelles sont l'évolution. Bon, c'est un peu une forme en cloche. Alors, il se trouve que je pense que le Covid a sans doute un impact climatique. Enfin, il y a peut-être un impact climatique. Je ne vais pas rentrer dans les discussions sur tout ça, mais il est certain qu'on est sorti quand même plus rapidement, enfin plus lentement du froid qu'avant. Donc, le mois de mai a été globalement très mauvais en termes de température. Enfin, c'était vraiment un mois assez froid. Donc, je dirais qu'on a un petit retard. Enfin, le Covid est arrivé avec un peu de retard ici, et repart avec aussi un peu de retard par rapport à ce qu'on peut voir en Europe. Mais globalement, on voit quand même qu'on en sort, donc ça c'est une certitude. Voilà. Et donc les politiques qui sont associées à ça sont plus ou moins diffèrent en fonction des provinces. Alors là, ce que je vais vous donner, c'est surtout les tendances. Alors il faut bien voir qu'il y a des demandes ou des exigences du côté fédéral, et chaque province est indépendante et donc peut décider et décide en fait de la propre politique qu'elle va adopter dans la gestion de la sortie du Covid, ou dans la gestion du Covid en tant que tel. Ça, c'est très, Ça très, très... concerne du coup les déplacements effectivement des personnes. Les règles sont différentes d'une province à une autre. Voilà, tout à fait. Enfin, oui, il y a des différences, même si là, au niveau du déplacement des personnes au niveau international, ça reste quand même plutôt fédéral, parce que le fédéral a toujours, de toute manière, le dernier mot, hein, in fine, mais en tout cas, ça, ce sont les grandes guidelines, ou les grandes tendances qui ont été données par le fédéral. Donc, le fait que toute personne qui voyage en provenant d'un pays étranger doit se mettre immédiatement en quatorzaine, donc 14 jours de confinement. De confinement. Donc ça, c'est quel que soit le statut de la personne, si elle est citoyenne, résidente permanente, quel que soit son statut, en fait, elle doit se mettre 14 jours en quatorzaine. Ensuite, les voyageurs par air doivent porter le masque. Bon, ça, c'est assez classique. Tous les vols internationaux sont limités en fait à 4 aéroports, effectivement. Donc, il y a Toronto, Vancouver, Calgary et Montréal. Il faut savoir quand même que depuis le début de la crise, hein, il y a un vol par jour entre Montréal et Paris.
Donc, effectivement, il n'y a jamais eu de rupture. Hein. Les frontières ont toujours été globalement assez ouvertes quand même entre les deux pays. Donc, essentiellement, c'est Air Canada qui opère ce vol entre Montréal et Paris. Maintenant, je sais qu'Air France reprend, je crois qu'Air France refait aussi des vols entre Montréal et Paris. Donc, voilà, quand on veut aller en fait du Canada vers la France, il faut passer par Montréal obligatoirement. Et même si je suis à Toronto, quand on est à Toronto, on doit passer par Montréal. Il n'y a plus de vol Toronto-Paris direct à l'heure actuelle. Et les frontières entre le Canada et les États-Unis sont fermées pour tout ce qui est voyage non essentiel jusqu'au 21 juin. Donc ça, ici, ça embête personne fondamentalement, mais quand même, il faut le noter. Ça, ce sont des mesures, en fait, ces exigences-là peuvent évoluer au jour le jour. Donc tout ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que demain, peut-être que la semaine prochaine, que dans 2 semaines, ça va voler en éclats ou ça va changer de manière drastique. Et les choses vont assez vite, donc il faut quand même rester au courant de ça. Et je dirais qu'on est comme tout le monde, hein, on suit en fonction des annonces de M. Oui, Trudeau le matin. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, tu confirmes qu'il n'y a pas de différence, parce que l'une des questions posées, c'était si en tant que traveler business, on pouvait avoir une dérogation ou est-ce qu'on était logé à la même enseigne que les touristes. Donc, il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de favoritisme pour certaines catégories de voyageurs. C'est le cas dans certains pays, en fait. D'accord. Ouais, non, il n'y a pas de favoritisme. Enfin, on peut peut-être passer au slide suivant parce que je crois que c'est le slide suivant où j'explique un peu la chose justement. Ce qu'il faut. Attends, c'est ça. Donc en fait, ça, ce sont quand on va sur le site du gouvernement canadien, voilà en fait les personnes qui sont autorisées aujourd'hui à se rendre au Canada, donc les citoyens canadiens, les résidents permanents, et toute personne en fait qui a un visa de travail canadien peuvent revenir au Canada. Si vous n'avez pas de visa, en fait, à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire qu'il y a, je ne vois pas comment vous pouvez rentrer au Canada sans visa. Donc, quand je dis visa, il faut avoir un visa de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une entreprise qui vous embauche et qui vous délivre un visa de travail. Sans ça, pour moi, c'est totalement impossible de rentrer. Sauf si vous êtes en transit, bien sûr, entre différents pays. Là, vous pouvez vous arrêter à l'aéroport, mais c'est tout ce que vous pouvez faire globalement. Ce n'est pas très ouvert. Ensuite, les étrangers en fait, qui ont un motif essentiel en fait, peuvent venir au Canada. Donc, motif essentiel, alors là, je pourrais vous laisser le lien, mais enfin, il y a une liste à l'après-vert, mais globalement, c'est les gens qui vont être dans le domaine de la santé, si c'est pour effectivement un professeur qui vient pour apporter une expertise particulière sur le Covid, oui, mais si c'est je viens faire du business et puis je veux juste faire mon voyage de business, globalement, c'est non. Les deux liens mentionnés, les deux liens mentionnés dans ta liste là sont actifs. Hein. Lorsque je vous enverrai la présentation, vous serez redirigé directement sur la page web qui liste donc les motifs essentiels et les exemptions aux restrictions de voyage. Voilà, donc il n'y a pas de visibilité aujourd'hui sur quand les frontières vont vraiment se réouvrir. Moi, je peux vous donner ma perception des choses. Je pense qu'en septembre, à mon avis, elles seront réouvertes. Je pense qu'il est possible qu'entre maintenant et fin juin, ça se réouvre. Mais c'est des choses qui se font vraiment au jour le jour. On n'a pas de visibilité du gouvernement sur le sujet. C'est un jour, s'ils estiment que les pays d'Europe, par exemple, se sont réouverts, qu'il n'y a plus de risque là-bas, eh bien, en fait, ils vont réouvrir très vite. En fait. Donc, ça va très vite. C'est ça la bonne nouvelle. Moi, j'ai tendance à penser quand même que d'ici fin juin, ça va quand même se réouvrir. Mais je n'ai pas de boule de cristal comme personne. Hein. Donc, après septembre, je pense qu'on peut raisonnablement se dire qu'en septembre, oui, on pourra revoyager ici. Enfin, les Français pourront revenir au Canada en tant que voyageurs d'affaires classiques. Je pense assez sûr là-dessus. Voilà. Donc, on en est là. Je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'effectivement, le Canada actuellement est toujours en phase 1 de déconfinement. Et ce n'est que probablement dans le cours de la semaine prochaine qu'on nous dit qu'on va nous annoncer la phase 2, sans dire exactement quand est-ce qu'elle va véritablement s'opérer, mais en tout cas, on va commencer à en parler à partir de la semaine prochaine. Les communications actuelles, pour l'instant aussi, sont beaucoup, puisque bien entendu, le Canada est fort impacté par le tourisme et que la saison de tourisme arrive. Et donc, on entend déjà parler de façon assez approfondie sur des tas de programmes pour promouvoir le touriste local. Donc,
voulant aussi dire que, bien entendu, le Canada peut-être tout de suite ne va pas réouvrir ses frontières et va plutôt encourager les Canadiens à rester cet été au Canada. Oui, enfin, sachant qu'il faut se dire aussi que le Canada reste quand même si ce n'est le pays le plus ouvert au monde de manière générale. Donc ça, c'était même pré-crise, le Canada a toujours été très ouvert. À la fois une grande ouverture pour ce qui est de l'immigration, donc de l'obtention de visa. C'est un des pays les plus souples sur le sujet et c'est un pays dans lequel il y a 200 ethnies différentes. Donc Toronto, par exemple, c'est la ville la plus interculturelle. Métissé. Métissé au monde. Donc il y a beaucoup d'ouverture. C'est totalement à différencier de ce qui peut se passer aux États-Unis, qui est plutôt dans un modèle un peu de fermeture de ses frontières. Le Canada a toujours été dans un modèle d'ouverture et toujours très affirmé par tous les gouvernements en fait canadiens qui se sont succédés. Donc on en est là. Je pense que après c'est aussi les provinces qui vont jouer. Donc on va peut-être passer au slide suivant si tu veux bien, Karen, pour aller un peu plus dans le détail. Mais l'Ontario aujourd'hui, en fait, donc, qui est la première province canadienne, a une politique extrêmement conservatrice. On est globalement vraiment dans des phases où ça va très 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 lentement pour la réouverture, liée au premier ministre, enfin au premier qui est ontarien. Donc aujourd'hui, malgré tout, on peut quand même, les magasins sont ouverts, donc les équivalents de Bricorama et autres, on peut aller dans les magasins, alors qu'avant on devait faire juste un pick-up à la sortie du magasin. Aujourd'hui, on peut rentrer dans le magasin et on peut vraiment faire ses courses comme on le faisait avant. Donc tout ce qui a été food, enfin tout ce qui était alimentaire, donc toutes les enseignes de type, enfin les équivalents de Leclerc, Auchan en France, ça en fait on a toujours, ça n'a jamais été bloqué. Donc ça, depuis le début de la crise, tout le monde a toujours pu faire ses courses de manière assez classique. Donc, une fois de plus, le lockdown n'a pas été aussi dur qu'en France. Mais il reste quand même assez présent en Ontario. Et je dirais que c'est à comparer par exemple par rapport au Québec. On ne va pas faire toutes les provinces de toute manière, mais le Québec, qui pour le coup a été assez impacté, notamment à Montréal, très impacté par le Covid. Mais le Québec est dans une phase de réouverture beaucoup plus forte. Donc, les magasins sont ouverts, les restaurants, je crois aussi, sont ouverts au Québec. En tout cas, pas forcément à Montréal même, pas dans la ville, dans l'île de Montréal, mais dans tout ce qui est hors Montréal. Il y a une plus grande ouverture là-dessus. La Colombie-Britannique et l'Alberta, eux, sont presque ouverts comme avant. On peut aller au restaurant, les magasins sont ouverts. Donc, deux provinces-là sont bien plus en avance en termes de réouverture que l'Ontario et le Québec. Donc, globalement, là aussi, il faut voir que le Canada, c'est une fédération et chaque province applique ses propres règles en termes d'ouverture de ses commerces, de son économie. Et donc, même si une province peut être plus fermée comme l'Ontario aujourd'hui, on peut toujours, malgré tout, aller faire du business plutôt en Alberta, en British Columbia, même au Québec, et vice-versa. Donc, ça offre une certaine flexibilité, malgré tout, par rapport aux affaires qu'on peut faire dans ces différentes provinces. Et enfin, je vais juste finir là-dessus, c'est que les écoles, en tout cas, en Ontario, sont fermées jusqu'en fin août. Il n'y a plus d'école. En juin, ne seront pas ouverts. Ça, je vous donne juste un peu une indication qu'il y a quand même une certaine frilosité quand même à retourner à la période d'avant. Alors, comment exporter au Canada? Ça, c'est un autre... C'est une question qui avait été posée, effectivement. Quelques conseils pour bien exporter au Canada? Oui, alors ça dépend vraiment, bien sûr, des secteurs d'activité. Il est clair que dans tout ce qui est alimentaire, dans tout ce qui est boisson, je dirais que c'est classique, c'est de trouver un importateur qui, lui, doit avoir une licence d'importation de produits alimentaires et ensuite des distributeurs et puis de faire ça de manière, je pense, assez classique par rapport à d'autres pays dans le monde. Si vous êtes dans le côté spiritueux, c'est sûr qu'il y a ici, c'est un système bien différent, parce qu'en fait, il y a des enseignes qui sont licenciées et qui ont seuls le droit de distribuer des produits spiritueux, donc alcoolisés. Donc en Ontario, c'est LCBO et au Québec, c'est SAQ. Donc en fait, c'est presque ça appartient à l'État. Donc vous êtes obligé de passer par là si vous voulez vendre des produits alcoolisés. Donc ça, c'est assez classique et j'ai envie de dire, le Covid ne change rien par rapport à cette pratique, si ce n'est que il faut les approcher potentiellement différemment, parce que comme vous ne pouvez pas vous déplacer venir sur place pour le faire, il faut les contacter de manière différente. Mais la chaîne, pour le coup, là, il n'y a strictement aucun impact par rapport au Covid et ça reste celle-ci. Pour les autres biens et services, je dirais qu'il y a différentes façons. Là aussi, ça dépend un peu du business. Si vous êtes dans le service, dans les produits
manufacturés ou autres, je dirais que soit vous utilisez des sociétés comme les nôtres qui ont en fait déjà une connexion locale en fait, et qui ont la capacité d'aller mener des actions de mise en business, en fait, de mise en relation et de signature de deals localement. Donc, c'est des sociétés comme les nôtres. Ou alors, vous avez des consultants indépendants également qui sont des individus qui ont eu une expérience ou une carrière dans tel ou tel secteur et qui vont pouvoir connaître votre secteur peut-être mieux, qui sont mieux connectés potentiellement et qui peuvent aussi vous aider à faire du business ici. Donc ça, ce sont les deux méthodes très souvent utilisées. Après, il y a l'e-commerce, bien entendu. Donc ça reste aussi de plus en plus en vogue, notamment aussi dans le domaine alimentaire. Et donc, voilà. Mais après, j'ai envie de dire, c'est plus en fonction des cas de figure où en fait, nous, quand des clients nous approchent, on va étudier un peu le business et on va adapter une approche en fonction de leur business. Donc, ça, c'est comme ça que ça marche. Je vais finir sur le point qui est l'impact sur les chaînes d'approvisionnement. Il n'y a pas eu d'impact, en fait, si ce n'est peut-être des retards, mais tout ce qui est ferroviaire, aérien, routier, maritime, en termes de transport de marchandises, n'ont pas vraiment été impactés par le Covid aujourd'hui. Il n'y a pas eu de rupture dans les stocks, dans les chaînes d'approvisionnement, notamment alimentaires. Il y a une très grosse activité de produits italiens ici, parce qu'il y a une grosse population italienne en Ontario, comme en Amérique du Nord de manière générale. Donc il y a beaucoup de produits italiens qui sont présents ici. Voilà, il n'y a eu aucun, même si l'Italie s'est fermée quand même très fortement par rapport au Covid, voilà, il n'y a pas eu de rupture de stock par rapport à ça, ou même d'arrêt des livraisons sur ces sujets-là. Donc, j'ai envie de dire, voilà, sur le côté supply chain, même si ça a perturbé notamment des acteurs comme Costco et autres ont dû modifier un peu leur approvisionnement à certains moments de la crise, mettre beaucoup plus de focus sur l'alimentaire, beaucoup moins sur les produits classiques, les machines à laver, le blanc, etc. Mais oui, ça a eu un impact, mais enfin, sur les chaînes d'approvisionnement en tant que telles, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu d'impact, en tout cas majeur, à ma connaissance. Je crois que la seule impact majeur qui ait pu y avoir sur le retail, c'est étant donné que, bien entendu, comme partout et dans chaque industrie qui a fonctionné toujours durant le Covid, étant donné qu'il y a eu des procédures de protection des travailleurs qui ont été mises en place, il y avait des retards. Et puis, je dirais, par rapport au retail, l'impact principal, c'est que toutes ces mesures, ces retards, etc., ont fait en sorte qu'il y a une baisse de rentabilité pour eux. Il y a eu, si on regarde des entreprises comme Walmart, où c'est clair, Walmart, c'est un petit peu pouvoir acheter plus pour moins. Donc, ils sont avec des marges relativement fines parce qu'ils veulent pouvoir rendre aux consommateurs quelque part le bénéfice des marges qu'ils puissent avoir. Ici, la difficulté, c'est que comme il y a eu toutes ces mesures de nettoyage, il y a des installations qui ont été faites avec des vitres pour protéger les travailleurs, qu'il y a eu plusieurs actions comme ça, a fait que du coup, leur marge a encore baissé de façon encore plus importante. Déjà qu'elle n'était pas grosse, elle est devenue carrément vraiment très petite. Et c'est à cause de ces aspects-là que le retail a souffert pendant le Covid. La slide d'après, on reste dans le domaine commercial. Vous nous avez demandé comment s'implanter dans l'écosystème canadien, quelle est la meilleure approche et comment se créer efficacement des opportunités de réseautage dans les différentes provinces, surtout au Québec et Ontario. Oui, ça ce sont des très bonnes questions. C'est sûr que c'est pas blanc ou noir, j'ai envie de dire. Je pense que la stratégie numéro 1, c'est vraiment de choisir votre province, parce que ça, c'est clé en fait pour l'avenir de votre business au Canada de manière générale. Donc, il n'y a pas, et c'est là aussi, je le dis bien, c'est pas blanc ou noir, c'est pas oui, il faut aller là, ou oui, ça dépend vraiment de votre activité, de vos souhaits aussi personnels. Par exemple, si vous souhaitez vous expatrier avec votre famille, quel est l'environnement le plus approprié pour votre famille? Bon, c'est pas neutre, parce que je veux dire, si votre famille ne va pas bien, votre business n'ira pas bien non plus. Donc, c'est tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de mire et qui sont à sous-peser dans cette chose-là. Mais la province reste un axe clé. Par exemple, des sociétés vont se dire, tiens, moi, je vais aller au Québec, ou d'autres vont se dire, je vais aller en Ontario. Mais c'est sûr qu'il y a des différences très fortes entre le Québec et l'Ontario.
on peut commencer à se développer au Québec et avoir du mal à sortir du Québec parce qu'en fait, il n'y a pas forcément des liens très forts entre certaines provinces et du coup, ça devient difficile de sortir d'une province pour aller vers une autre. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi quelque chose de bien, hein, parce qu'il y a quand même des ponts qui sont faits et par rapport à sa famille, quand on est français, ça peut avoir un certain sens. Donc, je dirais, une fois de plus, c'est pas vraiment tout blanc ou tout noir. Si vous voulez vraiment vous développer sur la côté anglophone canadien, il est certain que la meilleure porte d'entrée, ça reste l'Ontario, à la fois parce que c'est l'économie la plus importante et parce que c'est vraiment la capitale économique du Canada aujourd'hui. Après, ça va dépendre aussi de votre niveau, de qui vous voulez recruter. Si vous souhaitez monter une entité ici avec des recrutements et vous avez besoin de beaucoup de francophones, de français en fait, ou de francophones dans vos équipes, c'est sûr qu'il vaut mieux choisir Montréal ou le Québec. Donc vraiment, il faut en tout cas se poser la question sérieusement de quelle province et pourquoi. Donc ça, c'est l'axe numéro un. L'axe numéro 2, c'est se faire aider en fait par des acteurs déjà connectés dans le tissu économique de la province. Bon, ça, il y en a plein, hein, mais c'est à vous de les sélectionner en fonction de votre culture et en fonction de ce que vous souhaitez faire. Chacun, en plus, a ses spécificités. Donc, nous, on fait partie de ces acteurs-là, c'est très clair. Mais il y en a d'autres. Il y a des gens comme Réseaué, avec qui on a une très bonne relation et qui même on développe ici en Ontario, qui eux, sont plutôt… Réseaué qui fait aussi partie des prestataires agréés de BCI au Canada. Avec Laurent et toute son équipe. Et nous, en fait, on travaille vraiment très, très proche, enfin, de manière très proche ici. Réseaué fait partie de ça. Après, il y a d'autres acteurs, bien sûr, les chambres de commerce, il y a tout un tas d'acteurs qui sont possibles. À vous de sélectionner ceux qui vous paraissent les plus aidants dans votre business, en fait. Ça, c'est le deuxième point. Mais il faut se faire aider parce qu'il y a quand même des us et coutumes, il y a des façons de fonctionner, puis il y a des… En fait, nous, on se bâtit un réseau qui vous permet, en fait, à vous d'aller beaucoup plus vite et d'éviter certains écueils parce qu'on peut se planter à l'international, quel que soit le pays. Donc, il faut mieux parler à des gens qui connaissent le domaine que d'y aller comme ça, un peu la fleur au fusil. La troisième partie, c'est le fait également de dépêcher sur place des acteurs de chez vous, donc des entreprises, enfin, quand vous voulez venir vous déployer là. C'est vrai que souvent, les sociétés françaises vont envoyer un VIE. Ça, c'est un excellent programme, le programme des VIE, donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'avoir une expatriation d'une personne du siège, par exemple, qui va venir 6 mois, 1 an, 2 ans ici pour vraiment lancer l'activité. Donc ça se passe très fréquemment comme ça. Ça se passe d'ailleurs pas forcément comme ça dès le départ. C'est que souvent, en fait, les sociétés vont d'abord faire passer par des acteurs un peu comme nous, investiguer le marché, vraiment découvrir le marché, lancer les choses, on va dire. Et une fois que les choses commencent à être un petit peu lancées, là, effectivement, dépêcher une équipe réellement sur place parce que ça coûte très cher. Hein. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et c'est vraiment en fonction de votre stratégie qu'il faut voir ça aussi. Hein. Ensuite, pour ce qui est des associations professionnelles, moi, mon conseil, c'est surtout de faire partie des associations qui soient locales. Et là, il y a 2 types d'associations. Il y a des associations niveau provincial et niveau fédéral. Il y a des associations qui sont partout au Canada et d'autres qui ne sont que, par exemple, en Ontario ou que au Québec. Donc, il est certain que le problème des Français, enfin, moi je suis français, donc je suis très, très à l'aise pour en parler, on va toujours se dire, on va se mettre dans les associations françaises. C'est pas inutile, hein, bien entendu, enfin, faire partie de la chambre de commerce, faire partie de tel et tel groupe français, bien sûr, c'est bien, c'est sympa. Mais j'ai vu aussi des personnes qui, du coup, allaient dans ces associations-là et ne restaient que dans ces associations. Le problème de celle-ci, c'est qu'elle ne regroupe que des Français. Et globalement, vous apercevez vite que c'est toujours à peu près les mêmes Français qui se retrouvent là-dedans. C'est un peu dommage, je pense, parce qu'il y a des acteurs qui sont, par exemple, dans le domaine technologique, il y a l'AQT au Québec, qui est une association super dynamique, vraiment qui connaît très bien, qui regroupe vraiment le tissu économique local sur le côté technologique. Il est 10 fois plus intéressant pour moi d'aller dans une association comme ça que d'aller dans une association plus francophone, enfin plus française. Donc, c'est à vous de voir ça, mais il y en a plein des associations, que ce soit dans le domaine du retail, dans le domaine alimentaire, dans le domaine technologique. Il y a plein de choses. Il y a des chambres de commerce aussi canadiennes par ville qui sont très intéressantes également. Donc, pour moi, l'idée, c'est de dire connectez-vous au tissu local plus que de vouloir rester, et c'est toujours un pendant français, enfin une tendance française de rester dans notre petit cercle franco-français. Français qui malheureusement n'est pas toujours le plus porteur, on va dire. Et puis enfin, les bases de données, oui, il y en a plein des bases de données ici. Il y en a qui sont très sectorielles, par exemple dans la fabrication, dans la construction, dans tout ce qui est appel d'offres de public. Mais sinon, il y a tout un tas de fournisseurs
de données privées en fait, qu'on utilise nous aussi assez fréquemment. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Si vous avez besoin de conseils sur quelle base utiliser et autres, ben, revenez vers nous et puis on pourra vous aiguiller sur des fournisseurs de données Ouais, particuliers. ça répondait à une question vraiment précise de l'un d'entre vous qui demandait donc comment se procurer une base de données fiable. Donc, pour, pour compléter cette réponse, ouais, tu pourras peut-être, Jérôme, m'envoyer enfin, nous conseiller quelques sociétés de services qui proposent ce genre de base de données. Et puis, vous, Oui, mais tu sais, il y a les classiques, hein, les Zoom Info, c'est pas Zoom, hein, l'outil ouais. logiciel de visioconférence, ça s'appelle Zoom Info. Ils viennent de faire leur introduction en bourse d'ailleurs, bien pour eux. Vous avez les Compass, ce genre d'outils aussi, mais après, si vous êtes dans un domaine particulier, là, il faut revenir en spécifique vers moi parce qu'il y a des bases de données qui sont spécifiques en Qui fait. sont spécifiques par secteur. Parfait. Alors, si je peux juste reprendre brièvement, compléter deux, Bien trois sûr. choses par rapport à ce dont on vient de discuter. Par rapport à l'immigration des différentes provinces, il y a en fait des programmes ici. Donc, il y a le Québec qui a vraiment son propre programme d'immigration qui est tout à fait spécifique au Québec. Et puis, pour le reste du Canada, il y a le programme. Donc, et en effet, à partir du moment où on immigre au Québec, on n'a pas pour autant l'ouverture sur le Canada. Par contre, si on immigre en Ontario, on a une ouverture sur toutes les autres provinces, mais pas le Québec. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. En Ontario, actuellement, l'Ontario cherche à attirer la communauté francophone. Il y a des lois qui ont été passées déjà il y a quelques années pour justement assurer des services en français, que ce soit dans le cadre de la santé ou de l'éducation. Et du coup, en fait, actuellement, il y a des programmes pour faciliter l'obtention de permis de travail pour des francophones. Et donc, dans le cadre de ce programme, on peut relativement facilement, si on a un employeur qui est prêt à vous engager, à pouvoir être quelque part considéré par cet employeur comme étant quelqu'un qui est déjà basé au Canada ou qui est canadien. Il n'a pas de démarche supplémentaire à faire comme pour d'autres comme pour des personnes venant d'autres pays qui ne sont pas francophones. Ça, c'est pour toutes les provinces ou que pour celle du Québec particulièrement? Non, en tout cas pour l'Ontario, ça j'en suis sûre. Et je pense que c'est pour toutes les provinces anglophones, à part le Québec. Oui, il faut savoir que l'Ontario, enfin les Ontariens adorent les Français. Ça, c'est très important de le noter. Il y a une très grande. Ils adorent notre accent. Ils adorent l'accent, mais ils connaissent aussi souvent la France. Ils sont beaucoup Tout à fait. d'Ontariens. Le Canada, c'est vraiment un pays entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre. C'est un pays qui est entre deux cultures, on va dire, quelque part. Et les Ontariens, vraiment, accueillent très, très, très bien les Français ici. Et après, c'est vrai qu'il y a eu au niveau des visas quelques déboires il n'y a pas très longtemps, parce que le gouvernement Legault, en fait, au Québec, a mis en place des mesures pour supprimer en fait toutes les demandes de visa qui étaient en cours. Donc ça fait pas mal de bruit, parce que voilà, bon, pour des raisons politiques qu'on ne va pas commenter aujourd'hui. Et ensuite, versus l'Ontario qui, lui, pour le coup, bénéficie aussi un peu de ça, parce que l'Ontario souhaite avoir de plus en plus de francophones également dans la province, et de développer aussi et à garder en fait ça. Donc en fait, l'Ontario, quelque part, est resté presque plus ouvert à l'immigration que le Québec sur ces derniers mois. Ce qui est un peu paradoxal. Certainement. Après, pour revenir aussi, et c'est une certitude, l'Ontario essaye vraiment et fait d'ailleurs des campagnes, que ce soit à Bruxelles, à Paris et dans plusieurs autres grandes villes francophones, pour vraiment aller chercher des travailleurs et les attirer pour immigrer ici en Ontario. Donc, il y a vraiment des démarches qui sont faites dans ce sens. Après, par rapport au réseau, effectivement, il y a beaucoup de réseaux qui sont accessibles ici à Toronto et en Ontario de façon générale. Mais il y a une chose qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que le réseau, quelque part, canadien est très ouvert. C'est tout à fait une certitude, mais aussi très conservateur. Et donc, quelque part, il faut toujours être introduit par quelqu'un. C'est toujours important pour eux que vous veniez en étant introduit par quelqu'un qui, lui, est local.
il est difficile quelque part d'aller au-delà de la première discussion avec un Canadien s'il ne vous connaît pas ou si vous venez pas d'une source que lui connaît et qui peut quelque part le rassurer sur qui vous êtes oui, de qui vous êtes tout simplement. Il faut être parrainé en quelque sorte. Quelque part, ça aide en tout cas. Vous pouvez le faire, bien entendu, vous pouvez le faire tout seul, mais c'est clair qu'ils sont très conservateurs et la confiance est quelque chose qui doit se construire avec le temps. Et donc, du coup, si quelque part vous sortez de nulle part, que personne ne vous connaît, ça va prendre quand même passablement de temps. Par contre, si vous êtes quelque part accompagné par quelqu'un qui est, lui, local et qu'il connaisse, etc., là, ça va beaucoup plus vite. Et c'est un gain de temps absolument à ne pas négliger. D'accord. Moi, j'avais une question à propos justement de cette implantation sur dans l'écosystème canadien. Lorsqu'on veut développer lorsqu'on veut se développer commercialement, développer ses ventes, on doit trouver un importateur évidemment. Est-ce qu'il nous faut un importateur par province ou est-ce qu'un importateur, alors j'entends bien sous-entendu un bon importateur, est-ce qu'un importateur peut rayonner sur toutes les provinces ou est-ce que stratégiquement, il est préférable d'avoir un importateur-distributeur dans chaque province? Non, vous pouvez en avoir un qui fait la totalité. Oui, en fait, tout dépend de la stratégie que vous avez aussi, bien entendu. Je pense que les Québécois, par exemple, excuse-moi, mais juste sur ce point-là, c'est que les Québécois vont essayer de trouver quand même des gens qui vont faire de la distribution en Ontario. Donc, je dirais que pour les chaînes de distribution, c'est quand même plutôt provincial. Maintenant, vous avez des importateurs qui, effectivement, vont couvrir potentiellement tout le Canada. Mais il y a quand même un travail à faire au niveau provincial quand même. Tout à fait. Chaque réseau est, entre guillemets, un peu indépendant, quoi. Mais par contre, vous avez de gros acteurs, parfois, dans certains secteurs, notamment alimentaires, qui sont capables de couvrir plusieurs provinces. Donc, je dirais qu'il y a les deux. Il faut voir ça comme en fait fédéral, provincial, il y a les deux niveaux. Il y a des entreprises qui sont vraiment capables de couvrir le fédéral et des entreprises ensuite qui vont être beaucoup plus spécifiques sur du provincial. D'accord. Je pose la question parce que dans deux autres grands pays, aux États-Unis, c'est hyper atomisé et on dit toujours qu'il faut plusieurs importateurs dans les différentes régions des États-Unis pour bien y rentrer et puis se déployer de manière efficace. Et en Chine, à contrario, si vous avez un bon importateur, il est hyper efficace sur toute la Chine. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. Ouais, je pense que là, on va être quand même plutôt dans un cadre plus proche des États-Unis que de la Chine. D'accord. Oui. Il y a une question qui arrive de Marc concernant, alors on revient sur les bases de données si vous voulez bien. Concernant les bases de données, quels fournisseurs recommanderiez-vous pour cibler les secteurs manufacturiers, fabrication, production agroalimentaire, commerce de gros et de détail? Donc là, vous allez avoir besoin de faire une petite recherche probablement. On pourra vous apporter la réponse, Marc, par email après le webinaire. On va se pencher sur la question et puis on vous répondra, à moins que vous ayez tout de suite la réponse et que vous puissiez nommer quelques fournisseurs de données. Je pense qu'il y a des bases de données classiques, déjà LinkedIn, Sales Navigator qui peuvent vous permettre quand même de cibler pas mal de gens ici. Ça, vous pouvez l'utiliser directement à partir de la France sans avoir à vous travailler plus que ça. Donc ça, c'est déjà bien. Je sais que Ségolène avait pas mal travaillé sur le sujet aussi, donc peut-être que tu veux en dire un mot, Ségolène, des différentes bases qui peuvent exister. Est-ce que ça te dit? Mais je dirais qu'en fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est que je trouve toujours un peu délicat de répondre à ce genre de questions sans pouvoir avoir plus d'informations, de savoir exactement ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche à être en contact avec les différents acteurs au niveau retail? Est-ce qu'on cherche en fait, tout dépend pour moi, c'est pas une réponse globale. En fait, en fonction de exactement l'objectif qu'on se fixe, on peut décider d'une approche par rapport à une base de données plutôt qu'une autre. Il y a des bases de données qui sont excessivement coûteuses. Donc, du coup, quelle est la meilleure approche? Et je trouve que c'était difficile de répondre comme ça sans avoir un petit peu plus d'informations. Mais je dirais que par exemple, nous qui aidons des entreprises à venir s'implanter ici, on a accès à des bases de données et ça nous permet alors de dire voilà, on va en accord avec l'entreprise qui décide de s'implanter ici, on met en place une stratégie et donc il est assez facile de pouvoir trouver quelle est la bonne méthodologie pour arriver à la cible que l'on s'est fixée.
Pour approfondir ce point, Marc, on échangera en off et puis Oui, très volontiers. Et puis comme voilà. j'ai une expérience, je dirais, assez approfondie sur justement tout ce qui est food et food manufacturing, puisque j'ai travaillé plus de 15 ans avec le groupe Nestlé, donc très volontiers de voir ça offline. Bon, là, en l'occurrence, Marc est de la société Steeple, c'est pas agroalimentaire, mais on échangera. Oui. Oui, puis une fois de plus, hein, si vous êtes dans le secteur par exemple, de technologique, vous avez des bases de données particulières là-dessus. Je sais pas moi, des Zoom.info en font partie, Discover.org par exemple, sont des gens qui sont assez forts là-dessus. Sur chaque secteur, on va dire que les bases, les fournisseurs de base vont avoir plus ou moins de force dans tel ou tel secteur. Donc c'est là où il faut voir ça effectivement un peu en off et puis qu'on y travaille. Mais c'est difficile d'apporter une réponse comme ça, dire bah tiens prenez telle base et puis c'est bon. Non, c'est pas, enfin vous pouvez le faire, hein, mais pour optimiser la chose et pour surtout minimiser les coûts, il faut peut-être mieux y jeter un second œil. On passe à la question suivante. Donc, sur la prospection, quelqu'un a demandé conseil sur les outils utilisés, par quel canot être le plus efficace. Bon, là encore, c'est très subjectif, hein, ça dépend de votre activité, votre ressenti par rapport à ces fameux canaux. Certaines personnes ne voient et ne sont bons, j'ai envie de dire, qu'avec les relations humaines. D'autres privilégient beaucoup le numérique, enfin le digital et puis les réseaux sociaux en particulier. Donc, bon, je vous laisse répondre, Jérôme et Ségolène, mais encore une fois, je pense que l'on vous apporte, quelles que soient les questions. Alors, parfois, la réponse est cartésienne et factuelle, hein, sur certaines questions que vous nous avez posées, mais pour d'autres, elle reste subjective et on n'a pas de solution miracle ou de réponse miracle à vous apporter. Ce ne sont que des conseils, des avis vus de notre fenêtre, comme on dit. Mais néanmoins, là, vous avez un petit panel des canaux possibles. Je fais encore, enfin oui, là aussi, il n'y a pas une solution qui répond à toutes les demandes en fait. Nous, on fait dans ces modèles de prospection, on fait beaucoup de prospection téléphonique, enfin, par visioconférence, parce que ça, même si c'est quelque chose d'assez traditionnel, ça reste toujours effectif. Et il faut voir qu'en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément en France, mais ici, les distances sont tellement importantes entre les différentes villes, les différentes entreprises. Oui. Mais même si des fois la distance n'est pas très importante, le temps pour y aller est tel, parce que Toronto est une ville très congestionnée. Enfin, en ce moment, ça va à peu près, mais de manière générale, on prend beaucoup de temps sur les routes pour aller d'un endroit à l'autre. Et c'est très étalé. Là où Montréal est une sorte d'île très, très concentrée, Toronto est une ville extrêmement étalée où il y a des entreprises un peu vraiment. Mais donc, entre une part et l'autre de Toronto, vous pouvez mettre peut-être 2 heures pour y aller. Donc, du coup, vous avez quand même plutôt tendance à favoriser les visioconférences et les téléphones. Pour ça, le Covid, d'ailleurs, n'a pas changé. Ça a changé les choses, mais c'était déjà bien établi par rapport à ce qu'on peut connaître en France, où on est habitué comme à faire du business souvent en face à face, etc. Donc là, le côté visio et prospection téléphonique marche. Donc ça fonctionne. Après, bien entendu, comme dans tous les autres pays, le marketing digital marche très bien également. Donc, tout ce qui est campagne sur Google, sur LinkedIn, sur Instagram, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voire sur YouTube. Donc, ça, il y a une très forte, digitalisation, bien sûr, du marketing et qui reste un moyen de prospection très valide ici au Canada. Donc, nous, on fait également ça en tant que tel. Le mailing, ça, c'est un sujet plus complexe déjà parce qu'en fait, pour le coup, le Canada est un pays très particulier en Amérique du Nord et même dans le monde. Ils ont mis en place des politiques extrêmement sévères en fait sur le mass emailing, donc tout ce qui est campagne de, comment on dit en français déjà, je fais un peu mon Jean-Claude Van Damme là, mais l'email en masse, effectivement, ça, c'est des choses qui sont spam, ouais, voilà. C'est des choses extrêmement, qui peuvent coûter très cher. Donc il y a des lois qui vous mettent des amendes de plusieurs centaines de milliers de dollars si jamais vous faites des campagnes de mass emailing. Vous pouvez dénoncer une entreprise qui fait ces campagnes d'emails non sollicités. Donc autant dire que toutes les entreprises qui avaient fleuri un peu sur l'emailing ici au Canada sont toutes reparties aux États-Unis, parce que les États-Unis, eux, pour le coup, sont assez ouverts par rapport à l'emailing, quoique la Californie est quand même en train de mettre en place aussi des restrictions. Mais voilà, donc en tout cas, l'emailing à utiliser avec beaucoup de précautions. Nous, on ne conseille pas à nos clients de faire de l'emailing au Canada. On le fait aux États-Unis, mais on ne le fait jamais au Canada. Enfin, on le fait très rarement au Canada. En tout cas, voilà, vous prenez vos risques là-dessus. Et puis enfin, tout ce qui est salon et foire, là, aujourd'hui, c'est un peu risqué parce qu'il y a quasiment tous les événements ont été annulés pour là, en tout cas jusqu'à septembre. Donc,
bon, après, c'est à vous de voir ce qu'il faut faire. Je pense que la bonne façon de traiter le côté prospection, c'est là aussi de s'asseoir en fait ensemble et de dire quelles sont les cibles. Parce que par exemple, LinkedIn, qui est une façon très pratique quand on fait des emails par LinkedIn, de rentrer en contact avec des personnes. Mais ça marche plus ou moins bien en fonction des provinces. Pourquoi? Parce que, par exemple, comme moi, je fais des campagnes d'emailing en France. Si je dois, moi, prospecter mes clients en France, je vais utiliser LinkedIn. La France est assez protégée d'une certaine façon. Mais quand on est en Amérique du Nord, notamment dans la partie anglophone, vous avez tous les pays du monde qui vous envoient des emails. Vous avez l'Inde, ils sont tous anglophones. Enfin, voilà, ça arrive dans tous les sens. Donc, du coup, LinkedIn devient moins efficace en Amérique du Nord que ça peut l'être en Europe, par exemple, parce que c'est moins protégé. Et donc, il faut vraiment s'adapter à ça et aussi s'adapter à votre population cible. Si vous voulez targeter en fait des gens qui sont dans le, je sais pas moi, qui sont dans des jobs où ils n'utilisent pas beaucoup LinkedIn, bah, ça ne vaut pas le coup de faire du LinkedIn. Si c'est des gens qui sont pas trop, des gens qui vont être connectés et autres, les campagnes digitales peut-être pas. Peut-être que ces gens-là, faut les approcher de manière très classique en fait par téléphone. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction des cibles. Et de toute manière, moi, ce auquel on croit nous beaucoup, c'est que c'est une sorte de combo qu'il faut mettre en place. C'est qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais à des doses en fait différentes. Donc, c'est peut-être déjà commencer à faire une première campagne sur Google ou sur LinkedIn de façon à pouvoir faire connaître votre produit, votre service, et ensuite ajouter à ça une campagne téléphonique. Parce qu'une fois que c'est plus de l'intelligent calling quelque part qu'on fait, c'est que les gens qu'on appelle, ah oui, ont déjà vu votre marque ou votre société quelque part, et du coup, ça leur fait tilt, et là, ils ont envie d'aller plus loin. Donc, je pense que c'est plus cette méthodologie-là aujourd'hui qui, de toute manière, est la méthodologie du futur. Hein. Maintenant, ça va plus être l'un ou l'autre, ça va vraiment être un mix de un dosage de différentes techniques pour optimiser au maximum le fait de joindre vos clients potentiels. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que le marché ici au Canada est très innovant pour certains aspects et très en retard pour d'autres. Donc, par exemple, on peut voir que les flyers est quelque chose d'encore très répandu ici et qui fonctionne très, très bien. C'est assez étonnant. Et donc, du coup, je crois que comme Jérôme le dit, c'est en fait la bonne façon ici de procéder, c'est d'utiliser un peu tout à des dosages différents. On ne peut pas mieux l'expliquer. Une question qui vient de tomber. L'envoi de plaquettes commerciales est-elle efficace? Franchement, enfin nous, ça on le fait quasiment jamais, mais je vais peut-être un peu moduler mon propos. Enfin, est-ce que c'est un envoi de plaquettes physique ou digital? Parce que par exemple, de manière classique, chaque fois qu'on rentre en contact avec quelqu'un, il va nous demander un one-pager, enfin une page, deux pages d'explication enfin, en overview, en tout cas de la société ou de la solution ou du produit ou du service. Donc ça, c'est tout le temps, d'accord? Ensuite, l'envoi physique de plaquettes, j'ai envie de dire oui, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Marc dit parfait, on a répondu à sa question en fait. Enfin, tu as répondu en mentionnant les flyers. Les flyers, en fait, ça dépend effectivement. Tout ce qui est B2C, les flyers, les anciennes façons de joindre les consommateurs fonctionnent toujours très très bien. Vraiment très bien. En B2C. Une autre question de Laurane qui demande: est-il intéressant d'avoir une société au Canada pour importer des produits canadiens en France? Oui. Alors, intéressant, je pense que la sous-question, c'est est-ce qu'il faut avoir une société au Canada pour importer de manière efficace des produits canadiens en France, ou est-ce qu'on peut visionner à différentes sources? Je pense que c'est ça la question, Laurane. Précisez peut-être votre question si j'interprète mal. Non, après, ça dépend. Après, il faut surtout avoir. Enfin, c'est une question de négociation avec les acteurs locaux, par exemple. Donc, est-ce qu'il faut avoir une société ici pour aller négocier avec tel ou tel fournisseur? Par exemple, on a vu une mission une fois, ils cherchaient des boulots parce qu'ils faisaient prenaient la sève des boulots pour faire des produits, des boissons en fait. Et donc là, ils cherchaient des producteurs de boulots. Oui, donc après, il n'y a pas besoin d'avoir la société basée ici pour pouvoir importer ce produit en France, sachant que c'est des modèles de process de transport qui sont très très particuliers, notamment pour la conservation de ce produit-là, de la sève. Donc nous, en fait, on nous a demandé d'aller chercher, donc on a été chercher ces différents producteurs, on les a mis en relation avec eux, et puis après, ils ont pu négocier directement de la France avec ces producteurs-là l'accord fondamentalement. Donc je pense que ça marche comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une société ici particulièrement.
Mais si vous voulez. Mais pour répondre à la question de Laurane, en fait, c'est oui, si c'est pour pouvoir bénéficier des aides à l'export que le Canada peut offrir, et principalement, enfin, ici elle précise au Québec, oui. Ben, ça, c'est différent. Oui, là, par contre, si dans le Effectivement. cas où je crée une nouvelle société dont le métier, c'est de faire de l'export et je veux être basé là pour effectivement avoir certains accords, oui, peut-être. Mais sachant qu'il y a le CETA aussi qui aide quand même beaucoup, qui fait que l'export et l'import entre l'Europe, l'Union européenne et le Canada est quand même très facile maintenant. Donc, ce nouvel accord de libre-échange est quand même extrêmement intéressant aussi à prendre en compte. Mm. On passe à la question suivante. Donc, toujours d'ordre commercial, hein, il y a une personne qui avait demandé comment vont être considérés les produits importés en sortie de crise et quel rôle va jouer le local dans les achats alimentaires, notamment en food service. Alors en fait, par rapport à ça, je dirais que de façon générale, et comme partout, je crois que c'est un peu aussi une tendance mondiale, on voit qu'on essaie de promouvoir de plus en plus les produits locaux. Mais il y a toujours, bien sûr, un grand intérêt, et certainement, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de produits importés depuis la France, ça reste toujours et ça garde toujours, ça a un grand intérêt toujours pour les gens ici. Les gens aiment les produits français parce que ça, bien entendu, ça représente tout le savoir-faire français, la qualité, ce genre de choses. Maintenant, il faut aussi bien comprendre que souvent et de plus en plus, lorsqu'on a un produit qu'on souhaite importer depuis la France vers le Canada, il faut vérifier, selon les produits bien entendu, mais très souvent, par exemple en termes alimentaires, il y a son équivalent qui a été créé au Québec, qui n'est peut-être pas de la même qualité, mais disons que le produit a été copié, entre guillemets, par les Québécois et donc existe ici au Canada. Oui, je pense c'est vrai qu'il n'y a pas je trouve, il n'y a pas le côté cocorico canadien. Enfin, bien sûr, les Canadiens sont très fiers de leur pays. Ils ont raison, hein, d'ailleurs. C'est un très beau pays, vraiment incroyable. Il y a cette fierté d'être Canadien. Il n'y a pas forcément ce besoin de dire il faut que tout soit canadien, quoi. Donc, même si c'est une préférence quelque part, mais ça ne rentre pas forcément toujours en ligne de mire dans la consommation. Ce que disait Ségolène est tout à fait vrai. Par exemple, le fait que ce soit des produits français. Ma femme, par exemple, est nutritionniste. Alors, autant vous dire que voilà, elle peut vous faire des théories pendant 3 heures sur le sujet. Je la respecte beaucoup là-dessus. Mais il est sûr que les produits alimentaires français sont en général de meilleure qualité que les produits canadiens. J'entends notamment sur tout le côté bio, enfin organique. Il y a toute une nouvelle génération là au Canada, un peu comme partout dans le monde d'ailleurs, qui ne jurent que par les produits organiques et il y a même des restaurants qui ont été montés uniquement sur ce type de produit-là. Et ça, j'ai envie de dire que l'organique, c'est quand même, je pense, en retard par rapport à ce qu'on peut voir en France. Et il y a une culture culinaire en France qui reste de très, 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 très loin supérieure à toute la culture culinaire de beaucoup de pays au monde. Et le Canada, lui, est malheureusement, entre guillemets, beaucoup influencé par les États-Unis. Donc, toujours beaucoup de sucre, beaucoup de produits qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, voire très, très mauvais pour la santé. Là où, en général, les produits qui viennent de France, notamment les produits à base de gluten, hein, sont quand même, voilà, sont des produits qui sont de très meilleurs. Et il y a une population qui devient de plus en plus consciente de ça et prête à payer un peu plus cher parce qu'ils savent que ce sont des produits de bonne qualité. Des chaînes comme Whole Food, par exemple, typiquement, vous allez trouver des crêpes bretonnes chez Whole Food, vous allez trouver des brioches françaises chez Whole Food. Donc des produits qui sont souvent quand même plutôt brandés France et produits de qualité. Donc, voilà. Ça, il y a une vraie attirance de la population aujourd'hui là-dessus. Et même le Québec, qui effectivement, on peut dire copie, mais le Québec, ils ont une vraie culture également culinaire. Bien sûr, il y a beaucoup de Français historiquement là-bas. Il y a beaucoup de fromages, par exemple, québécois. Mais même les fromages québécois, c'est quand même une petite version de ce qui se fait en France, sans être... Oui, non. Il y a quand même moins de fromages québécois qu'on peut trouver en France. Donc, il y a quand même beaucoup d'opportunités aussi pour apporter des produits français encore ici, même avec la concurrence du Québec sur le sujet. Oui, en fait, c'est vrai qu'on oublie de dire, et c'est peut-être une réalité qui est assez spécifique. Ici à Toronto, je veux dire, c'est une ville qui grossit à une vitesse absolument incroyable. Il y a
je dirais, un brassage. Il y a une énergie ici absolument incroyable, des produits qui n'existaient absolument pas il y a 10 ans maintenant. Il y avait commence à arriver. Il y a des tas d'opportunités. Il y a beaucoup d'argent ici à Toronto, même si ça ne se voit pas. Il n'y a pas vraiment de signe extérieur de richesse. Les gens, ça ne les intéresse pas. Mais par contre, le bien manger, le bien vivre, de plus en plus, ça arrive. Ils cherchent la qualité. Il y a des gens qui, de plus en plus, on voit des traiteurs de nourriture très fine qui s'ouvrent avec de bons fromages, avec des bons jambons, avec de la viande qui a été avec des bovins, etc., qui ont été élevés de façon tout à fait écologique, etc. Tout ça est occupé à arriver. Donc, il ne faut pas oublier que le Canada n'a vraiment pas le même niveau de maturité que la France. Ici, on est sur un pays qui est tout nouveau. Il y a la majorité des gens qui vivent ici à Toronto n'y sont pas nés, sont nés partout dans le monde. 50% de la population n'est pas née au Canada. Donc, il ne faut jamais oublier que ici, c'est un marché très dynamique où les choses vont très, très vite, où il y a très vite de très bonnes opportunités. Il faut juste être là au bon moment et être actif. Mais c'est un marché en bouillonnement permanent, avec une ville qui grossit très vite et qui essaye d'être à la pointe et de prendre sa place sur les villes nord-américaines. La slide suivante donc redéveloppe un peu tout ce qu'on vient de dire sur l'achat local. Vous avez des commentaires à faire sur cette slide? Je dirais que je crois que la seule chose qu'il faut savoir, c'est que si les Canadiens achètent local, c'est principalement dans l'objectif de soutenir leur économie. C'est vraiment c'est acheter. En fait, on a autour de Toronto ce qu'on appelle la Green Belt, donc la ceinture verte, où il y a des maraîchers, où il y a, en fait, c'est un peu le jardin potager de Toronto. Et on fait du vin, on fait des tas de choses, mais proportionnellement à la taille de Toronto, ça ne peut pas nourrir toute la ville. Donc, on reste toujours très ouvert aussi aux produits venant d'ailleurs, et de plus en plus, on veut de la qualité. Donc il y a des opportunités, vraiment. Merci. On va passer au point sectoriel suivant, donc plutôt sur l'hôtellerie. On nous demandait comment aborder le marché de l'hôtellerie du luxe au Canada. Donc là, on sort de l'agroalimentaire, on est plus dans la décoration d'intérieur. Il y a tout très présent dans ce secteur, constructeurs, architectes d'intérieur, etc. Alors en fait, bon, déjà le marché du tourisme de façon générale est très actif. On dit actuellement que le Canada aussi a des difficultés avec le Covid parce que un job sur 10, enfin un emploi sur 10, pardon, a un lien avec le tourisme. Et donc bien entendu, les hôtels avaient un pourcentage, enfin un taux d'occupation de leurs chambres assez important juste avant le Covid. Il y avait de nombreux projets, etc. Tout ça a été arrêté pour l'instant, mais on ne doute pas que tout ça va reprendre. Alors le luxe, on a des chaînes, on va dire, d'hôtels comme le Four Seasons. Je suppose que vous appelez ça en France le 4 saisons, je ne sais pas. Non, le Four Seasons. Ah ben voilà, ok, très bien. Le Four Seasons, c'est une des chaînes ici, bien entendu, qui est connue. Il y a de temps en temps vraiment des hôtels de grand luxe, mais ce n'est pas non plus la majorité. On dirait on est plutôt au niveau des hôtels, on est plus dans du moyenne gamme, on va dire, de façon générale. Le luxe, il y en a, oui, mais c'est un secteur très fermé, pas forcément très facile et pas très accessible, pour être tout à fait clair. Donc, pour dire la question de l'or, en fait, ici, je te laisse développer, Ségolène. Oui, bien sûr. Alors en fait, il y a plusieurs grands hôtels qui ont été rénovés récemment, entre autres dans le Vieux-Montréal ou même ici à Toronto. Et en fait, on voit que la tendance ici, je ne connais pas la tendance dans les autres pays du monde, c'est peut-être global, mais c'est vraiment d'être à l'hôtel quelque part comme à la maison. Et donc,
par rapport à la décoration, par rapport à la façon dont les chambres sont pensées, les espaces de circulation, les restaurants, etc. On essaye de personnaliser de plus en plus pour que les gens aient plus le sentiment d'être chez eux plutôt que vraiment d'être à l'hôtel. Et c'est un peu une nouvelle façon de vivre. Il y a d'ailleurs des hôtels qui proposent à la vente le mobilier, les matelas, les oreillers, etc. Un peu comme si on allait dormir dans un showroom et qu'on peut, si on est content et qu'on souhaite acquérir certaines choses, il y a des accords entre les hôtels et des magasins de décoration où les gens peuvent aller après et acheter le matelas qu'ils ont trouvé si confortable, la lampe qu'ils ont trouvée à leur goût. Et par rapport à ça, ils aiment souvent ce qui est fait et customisé pour eux. Donc, je vois qu'ils aiment avoir des exclusivités et ils aiment la qualité, bien entendu. Et le Made in France est quelque chose qui est toujours tout aussi vendeur, mais aussi le Made in Italy qui a aussi une certaine place. Mais donc, voilà. Je dirais que si on souhaite pénétrer le marché du luxe ici, il faut vraiment penser à la customisation, c'est-à-dire avoir quelque chose et l'exclusivité. Je pense que c'est vraiment les deux éléments sur lesquels on a on a vraiment un plus par rapport aux autres. Et le savoir-faire français, la qualité, bien entendu, est reconnue de façon évidente. Alors, j'espère qu'on a répondu à la question. Oui, j'espère. Sinon, n'hésitez pas, si je parle. Oui, Vraiment. À interagir, même là, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Bon, la personne qui avait posé la question suivante, donc sur le secteur agricole, notamment sur les productions de lait, de viande et œufs, est absente malheureusement du webinaire. Donc, on peut peut-être passer brièvement parce que je ne suis pas persuadée que ça intéresse tout le monde. Mais enfin, voilà, pour la culture générale, pour la culture générale, vraiment, il y a bien entendu énormément de fermes ici. De façon globale, elles ont plutôt diminué. Le nombre de fermes a diminué pour en fait avoir des plus grandes fermes. Il y a eu l'ESB qui a eu un impact assez important ici, mais malgré tout, voilà, c'est un secteur qui se porte plutôt bien et ils essayent d'ailleurs dans leur campagne de recrutement à l'étranger d'attirer des tas de fermiers pour reprendre des fermes et développer ce secteur de plus en plus. Il y a Viviane qui a demandé la parole, donc de la société, ENAF. En fait, oui, bonjour tout le monde. Bonjour, je prends la parole. Bonjour. Concernant le dernier point qui était vu sur l'hôtellerie, je sais que ce n'est pas mon domaine actuel de champ d'action. Par contre, j'ai préalablement déjà travaillé sur l'ouverture d'un hôtel ici à Saint-Malo et je suis canadienne. Ça ne s'entend pas. J'entends. Oui, je n'arrive pas à perdre mon accent. Ça fait seulement 3 ans que nous demeurons en Bretagne avec mon mari qui est breton. Je voulais revenir surtout le point là, pour l'hôtellerie. Moi, ce qui a vraiment attiré mon attention lorsque je suis arrivée ici et que j'ai développé ce projet hôtelier, c'est surtout les circulations qui sont faites dans les chambres ici en France ne sont vraiment pas conçues comme en Amérique où on a beaucoup l'habitude d'avoir beaucoup plus de place. Les WC, comme vous dites ici, sont intégrés directement dans les salles de bain. Donc, les espaces sont beaucoup plus grands. Les matelas, en fait, aussi, les lits, souvent en hôtellerie, ici, même haut de gamme, en France, il est difficile d'avoir des lits 160, 180. On se retrouve souvent avec 2 formats de 90 qui sont collés. Ça, au Canada, dans le haut de gamme, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. Et pourtant, ici, c'est des choses que j'ai cru comprendre qui étaient bien ancrées là, dans les mœurs françaises, là, de séparer toujours les lits pour permettre une plus grande occupation. Si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas avoir cette approche. Très bon point. Et effectivement. C'est tout. C'était un bon point que je voulais dire concernant le sujet de l'hôtellerie. Merci Viviane. C'est un très bon point. Et effectivement, les toilettes dans la salle de bain ici, c'est vraiment pas possible. Et c'est une certitude. Et puis aussi, il y a un élément qu'il faut bien penser, c'est que absolument partout, ici dans Toronto, vous pouvez avoir un accès avec une chaise roulante.
Et donc, tous les hôtels, tout est prévu pour les gens à mobilité réduite. À mobilité réduite, exactement. Donc, les passages de porte, effectivement, les lits, les douches, tout ça est toujours pensé et prévu pour les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez vous promener dans Toronto absolument partout. Il n'y a pas un trottoir qui n'est pas rabaissé. Tous les bus s'abaissent vraiment totalement pour permettre à quelqu'un de monter dans le bus avec une chaise roulante. Vous pouvez aller dans tous les magasins, vous pouvez rentrer dans tous les buildings. Il y a les portes effectivement s'ouvrent dans l'autre sens qu'en Europe ici, puisqu'il faut permettre que quand vous êtes dans un immeuble de pouvoir en sortir facilement. Donc ça s'ouvre toujours dans le sens inverse que ce que on a enfin, vous avez en France. Oui, mais ici, toutes les portes sont automatiques, donc vous pouvez pousser sur un bouton, ça s'ouvre. Donc vous pouvez aller absolument partout en chaise. Et c'est vrai que franchement, il y a des leçons à prendre ici. Et donc les hôtels, bien entendu, sont prévus pour ça. On va passer peut-être sur ce slide sur les productions agricoles. On laissera Simon en prendre connaissance ultérieurement lorsque je diffuserai la présentation. On va passer à la question qui était plutôt d'ordre réglementaire. Cette question était la suivante. Y a-t-il des mesures de renforcement des taxes à l'entrée pour les produits alimentaires venant d'Europe? Et donc, on a l'accord du CETA qui donc favorise justement les échanges entre l'Europe et le Canada. Maintenant, bien entendu, tout dépend de quel produit on parle. Est-ce que c'est un produit sur lequel il y a certaines restrictions? Dans l'absolu, comme ça, c'était difficile de pouvoir répondre de façon un peu précise. Des nomenclatures produits, des nomenclatures douanières de chaque produit. Donc là voilà. La personne qui a posé cette question, on répondra plus en détail en off. Donnez-nous vraiment les nomenclatures produits et puis on vous répondra en direct. N'oubliez pas que dans l'équipe de BCI, dans vos CCI territoriales, j'ai des collègues qui sont là spécialement pour répondre à ces questions que l'on appelle, nous, dans notre jargon, à ces questions techniques et réglementaires. Je pense à Annie Munier, par exemple, sur Morlaix-Brest, qui est vraiment très au fait de toutes ces réglementations. Vous avez pour les Côtes d'Armor Annie Lemasson. Pour le Morbihan, Pascal Leborgne. Et pour l'Ille-et-Vilaine, Cindy Le Gouern. Donc, pensez vraiment à contacter en premier step, j'ai envie de dire, en premier lieu, mes collègues dans les CCI bretonnes qui peuvent répondre et déjà vous apporter des infos très, très concrètes et importantes sur ces aspects réglementaires et de taxes. En complément, si ce n'est pas suffisant, évidemment, avec nos partenaires agréés avec qui il est très, très facile de vous mettre en relation pour des confs call ultérieurs. Voilà, et puis de nouveau, nous, on peut, parce qu'il y a bien entendu des spécialistes dans le domaine, on peut se mettre en rapport avec tout de suite le bon interlocuteur. Et donc, oui, bien sûr, on aide très volontiers. La question d'après était d'ordre juridique. Alors là, c'était vraiment une question précise. Il est maintenant possible de déposer une marque au Canada via l'enregistrement international. Comment est-il perçu? Ce dépôt de marque via la voie internationale est-il déjà beaucoup utilisé pour les dépôts au Canada? Et enfin, est-il préférable et plus efficace de faire un dépôt national ou est-ce équivalent? Alors, en fait, je dirais que quand on fait un dépôt de marque, c'est aussi une stratégie par rapport à un coût. Parce que faire un dépôt de marque au niveau international, c'est relativement coûteux. Donc, de nouveau, c'était difficile d'être vraiment pertinent pour répondre et être sûr de répondre parfaitement à la question posée. Je pense que tout dépend de quoi on parle. C'est possible, oui, c'est possible. Maintenant, quelle est la bonne stratégie à apporter par rapport à cette marque? Je trouvais assez difficile de pouvoir être pertinent sans avoir plus d'informations. Lorsqu'on fait, je dirais, dans le cadre d'une entreprise, une stratégie de dépôt de marque, c'est quelque chose à laquelle il faut bien réfléchir parce que il y a malgré tout des coûts
quand même qui sont liés au dépôt de marque, qui ne sont certainement pas négligeables. Et puis après, il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on l'a fait, pourquoi est-ce qu'on dépose une marque, qu'est-ce qu'on cherche en fait à protéger. Donc, je dirais qu'on est volontiers ici, si la question devient plus précise, on veut bien amener des éléments, mais là, c'était difficile d'être vraiment pertinent et d'apporter une réponse claire sur ce sujet. En tout cas, il y a la procédure et puis voilà. Le décor est planté, j'ai envie de dire, pour répondre dans les grandes lignes à la question sur ce slide. Et puis, on pourra approfondir en fonction de l'activité de la société bretonne qui a posé la question. Mais c'est vrai, voilà, exactement. Mais ici, il y a une notion qui est la marque de commerce. Alors après, il faudrait faire de plus grandes recherches qui couvrent plusieurs aspects du dépôt de marque et qui peut être intéressante à faire. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Mais de nouveau, effectivement, si on peut avoir plus d'éléments. De toute manière, juridique, hein, le coup, c'est qu'après, pour vraiment avoir un avis spécifique sur tel ou tel sujet, là, c'est des sujets où il va falloir qu'on passe par des spécialistes. Il y avait une question sur les incoterms, notamment l'incoterm DAP. Quelqu'un a demandé quelles étaient les habitudes incoterms et l'usage du DAP est-il un frein? Alors là, encore une fois, c'est pareil, c'est difficile de faire une réponse parce que le choix de votre incoterm, lorsque vous allez vendre votre marchandise, le choix de l'incoterm qui sera mentionné au contrat dépend du vendeur et de l'accord entre vous, le vendeur, et puis le client, évidemment. Alors, exactement. L'incoterm DAP, il est fort utilisé. Hein. C'est loin, comme je le précisais là dans ce slide, d'être l'incoterm rêvé pour beaucoup d'acheteurs. Parce que les taxes et les droits de douane sont à la charge du vendeur. C'est l'incoterm rêvé, pardon, pour beaucoup d'acheteurs, puisque les taxes sont à régler côté vendeur. Donc, le choix de l'incoterm, encore une fois, il est subjectif. Hein, ça dépend vraiment de vous et puis de votre entreprise cliente. On ne peut pas vous dire oui, c'est l'incoterm à utiliser de préférence. Là, c'est vraiment un choix qui vous est propre en tant que vendeur. Oui, puis je dirais surtout que c'est une négociation à avoir aussi. Tout dépend de quel produit, est-ce que c'est quelque chose qui est risqué, pas risqué, la fréquence, ça dépend de tellement d'éléments. Mais c'est un fait évident que c'est quelque chose qui se négocie. Et je pense que peut-être que dans un premier temps, on commence en général avec l'incoterm le plus restrictif. Et puis, au fur et à mesure que la confiance s'établit, on peut peut-être, lors d'un renouvellement de contrat ou de négociation, arriver et essayer de faire passer autre chose. Mais voilà, ça dépend bien entendu de la confiance qui est faite entre l'acheteur et le vendeur, de la fréquence, de la nature du produit. Est-ce qu'on est sur des containers pleins? Est-ce qu'on n'est pas sur des containers pleins? Est-ce qu'on parle de produits alimentaires? Est-ce qu'on parle de produits qui ont une certaine valeur et donc qui peuvent être volés? Ça peut toujours arriver. Le choix de l'incoterm, en fait, tout est une question d'assurance, là où vous voulez, sur quel point vous protéger un maximum ou pas. Dans chaque incoterm, il y a des contraintes et des risques. Donc là, en l'occurrence, sur le DAP, hein, qui remplace le DDU, avant ça s'appelait DDU, le vendeur a la responsabilité de la marchandise du départ de l'usine jusqu'à la livraison au client. Donc, en termes d'assurance, vous êtes responsable. Si le bateau coule, si le container est perdu en mer, vous êtes responsable. Donc, c'est à vous de prendre en charge les assurances et puis les coûts liés aux dommages. Tout ça, c'est à utiliser. À propos des incoterms, là, BCI organise tous les ans plusieurs réunions au travers de toute la Bretagne sur les incoterms et leur mise à jour, justement. Vous en avez qui sont programmés. Si vous allez dans l'agenda des réunions d'information, vous retrouverez les dates de ces webinaires ou réunions d'infos en présentiel que l'on fait spécifiquement sur les incoterms. Donc, n'hésitez pas à y participer ou, là encore,
à contacter mes collègues en CCI pour vous conseiller sur le meilleur Incoterm ou au moins le plus adéquat pour vous et le type de produit que vous envoyez. Mais c'est toujours une question de négociation, en fait, entre Oui, l'acheteur et le vendeur. Ça dépend de sa maturité aussi, de sa connaissance de cet aspect-là. Si c'est un client qui n'a jamais reçu depuis l'étranger de la marchandise, lui va évidemment être très… ne va pas accepter de prendre des risques. Si c'est quelqu'un qui reçoit des containers toutes les semaines, etc., lui sera peut-être plus ouvert à prendre quelque chose de moins restrictif. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, il faut prendre en compte le risque pays aussi, le risque la solvabilité de votre client, évidemment. Et puis, il est vrai que certains pays ont certaines habitudes et on pratique avec certains pays plutôt tel ou tel Incoterm, mais voilà, encore une fois, comme le disait Ségolène, ça c'est vraiment un truc à négocier entre vous et votre acheteur, même si indéniablement, pour certains pays, encore une fois, il y a des Incoterms quand même plus confort, on va dire, pour le vendeur et à privilégier. Ce qui est à savoir aussi, juste parce que c'est vrai que c'est assez amusant de savoir ça, c'est que je dirais toutes les marchandises qui arrivent par container arrivent souvent par le port de Montréal. Et puis pour arriver ici jusqu'à Toronto, les containers sont chargés sur des trains et arrivent à Toronto par train. Et donc, c'est assez amusant quand on voit… Enfin, j'ai envoyé un container dernièrement qui partait de Anvers et donc ça fait vraiment comme les containers ont des GPS maintenant et aujourd'hui avec les technologies on peut vraiment suivre son container. C'est assez amusant à faire. Honnêtement, je vous le souhaite de faire cette expérience parce que c'est assez amusant de voir heure après heure le container qui progresse et qui arrive vers vous. C'est assez sympa. Donc voilà. C'est souvent Le Havre, Liverpool, et puis il continue à descendre, puis plus ou moins à hauteur de Milan, il traverse tout droit, parce que c'est vrai que en fait, Toronto est à la même hauteur plus ou moins que Milan, hein, si on regarde. On est relativement au sud, en fait. C'est assez amusant quand on regarde ça, alors que ici au Canada, il peut faire très froid. Maintenant aussi, il y a aussi des grandes différences de météo entre le Québec et Toronto. Toronto est en fait très protégé grâce au lac qui est juste devant. Et donc, on a une météo relativement proche de celle que l'on peut avoir sur New York, alors que Montréal est moins protégé. Et donc, là, on a vraiment 6 mois d'hiver assez rudes. Voilà. Au bout des questions, merci. Ah non, il y en a une qui arrive à l'instant. Marc qui nous dit qu'il est obligé de partir. Un grand merci pour cette belle initiative et la belle qualité du contenu et de la présentation. À bientôt. Merci beaucoup, Marc. N'hésitez pas à nous contacter. Marc, merci infiniment. On a terminé de toute façon. Donc, Marc, vous avez assisté à l'intégralité du contenu de ce webinaire. Donc, merci encore une fois, Ségolène. Merci Jérôme. N'oubliez pas, là je m'adresse aux participants, n'oubliez pas qu'on reste à votre écoute hein, pour la suite et pour vous aider, vous accompagner dans votre développement sur le Canada. Vous pouvez donc retrouver, comme je le disais en introduction de ce webinaire, le contenu de cette présentation sera mis à votre disposition sur la plateforme BCI Info, plateforme que je vous invite vivement, si ce n'est pas déjà fait, à vous connecter et sur laquelle vous pouvez vous créer un compte. BCI Info, on l'a fait on a créé cette plateforme il y a plus de 2 ans maintenant. L'objectif, c'était encore une fois d'être hyper efficace et pragmatique et rapide dans vos recherches d'infos. Si vous avez une recherche à faire sur tel marché ou tel type de produit dans tel pays, le réflexe de tout le monde, c'est d'aller sur un moteur de recherche pour lesquels je ne ferai pas de pub, mais des moteurs de recherche que tout le monde connaît. Et là, on vous balance pléthore de sites et de contenus qui n'est pas qualifié, en fait. Ce qu'on vous propose avec BCI Info, ce sont des informations qualifiées, justement, qui sont mises à jour quotidiennement et qui vous apportent un réel contenu de terrain grâce aussi à l'apport et à l'expertise de nos prestataires agréés à l'étranger. Donc, vous retrouvez vraiment sur BCI Info
des contenus sectoriels, des fiches pays, des études de marché, des statistiques sur les risques pays. On travaille en collaboration avec la société TAC Economics, qui est l'un de nos partenaires. Donc, vous avez vraiment une mise à jour qualifiée et quotidienne de ce site. Je vous invite vraiment à le découvrir si vous n'avez pas encore de compte. L'accès étant illimité pour les adhérents de BCI. C'est très facile de se créer un compte. Vous pouvez vous créer des alertes si vous voulez recevoir toutes les nouvelles actus qui sont mises BCI Info par rapport aux produits apertisés, par exemple, dans le monde. Vous créez des alertes et à chaque fois que quelque chose sortira sur les produits apertisés dans BCI Info, vous recevrez une alerte par mail. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel domaine, pour n'importe quelle filière et n'importe quel pays. Si je peux me permettre, je voudrais juste clôturer pour ma part en disant que le Canada est un pays formidable. Il y a plein d'opportunités. C'est un pays extrêmement dynamique. On ne sait pas trop vers quoi on arrive par rapport au Covid, mais une chose qu'on est certaine, c'est que le Canada va se relever très, très rapidement. Il va y avoir énormément d'opportunités. On est aussi une porte ouverte sur les États-Unis. Nous, avec Jérôme Ledame, nous travaillons beaucoup avec les États-Unis. Donc ici, avec Infinite Grow, vous avez une porte ouverte sur le Canada et sur les États-Unis. Je pense que si, en sortie de crise, vous souhaitez amener votre entreprise à un second niveau et à découvrir des nouveaux marchés dynamiques sur lesquels il y a des opportunités absolument incroyables, considérez le Canada. Il y a vraiment des choses formidables. Merci Ségolène. À propos des actus Covid, alors que ce soit Canada ou les autres pays, je vous invite également à consulter la page actu de notre site web où là vous avez un rapport terrain, donc de la majorité de nos prestataires agréés qui font un état des lieux dans leur pays de la situation économique en période Covid. Donc, la page actu, la plateforme BCI Info sont deux outils vraiment pour vous tenir informés au jour le jour de la situation dans différents pays. Je vous ai reporté en fin de cette présentation donc les contacts de vos chargés d'affaires sectoriels au sein de BCI. Vous les connaissez tous pour la plupart. Là, je vous ai mis aussi donc, les contacts de mes collègues en CCI territoriale avec leurs fonctions. Donc, vous avez les contacts de mes collègues qui s'occupent, comme mentionné précédemment, notamment des démarches techniques et réglementaires. Vous avez ici les mails et le téléphone de Jérôme et Ségolène. Donc, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois. On est à votre écoute, à votre disponibilité. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter et à approfondir certains points que l'on aurait oubliés ou pas assez détaillés par rapport aux questions que vous nous avez posées. Encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci Ségolène, merci Jérôme. Merci. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Prochain webinaire, c'est la semaine prochaine avec les USA mardi, la Pologne mercredi et Roumanie, Bulgarie le jeudi, toujours sous ce même format, session questions-réponses, actu Covid-19. Vous pouvez encore vous inscrire, vous avez tout ce qu'il vous faut comme info et les dates et les horaires dans l'agenda de notre site web. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Merci.